la ville de Kinshasa avait besoin de nouvelles infrastructures routières pour fluidifier le trafic. Le boulevard baptisé Dr Étienne Tshisekedi est une des solutions qu'apporte le chef de l'État au calvaire des Kinois. Long de 2 km, le boulevard Tshisekedi est une grande artère de 8 bandes avec séparateur qui va traverser le camp Kokolo pour faire jonction avec l'avenue Kassavubu à la hauteur de l'arrêt Bakayaou de la commune de Bandalungwa. Il devrait sensiblement améliorer la circulation au cœur de la capitale. Réalisée selon les standards internationaux, cette infrastructure comprendra 8 voies de circulation, un terre-plein central paysager, des trottoirs aménagés, un système moderne de drainage des eaux pluviales, un éclairage public performant, une signalisation complète ainsi que des espaces verts. Le projet prévoit également la construction d'un pont cadre sur la rivière Bassoko, d'une voie d'accès vers le ministère de la Défense, d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de plus d'1 kilomètre ainsi que des aires de stationnement. Au-delà de ces caractéristiques techniques, cette route représente un investissement dans l'avenir. Elle réduira les embouteillages, facilitera les déplacements de personnes et de biens, améliorera l'accès à plusieurs quartiers, favorisera les activités économiques et accompagnera l'expansion harmonieuse de notre capitale. Au-delà de son apport architectural dans une ville qui se construit et se modernise, le boulevard Étienne Tshisekedi vient immortaliser davantage la mémoire d'un patriarche qui aura consacré sa vie à la démocratie de notre pays. Excellence Monsieur le Président de la République, en attribuant à cette route le nom du boulevard Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Kinshasa rend un hommage mérité à l'un des plus grandes figures de son histoire. Son combat pour la démocratie, les libertés publiques et l'état de droit demeure un héritage précieux qui continuera d'inspirer les générations présentes et futures. Ainsi, cette route ne reliera pas seulement des quartiers, elle portera également la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie au service de la République. Exécutés par l'entreprise chinoise CR20, les travaux du nouveau boulevard devraient durer 12 mois. Ainsi, il sera possible de traverser la ville de Kinshasa d'est en ouest par une grande route. Ce nouveau projet s'ajoute à la longue liste de routes réhabilitées et construites par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'instar de la rocade de Kinshasa. La pilule est amère pour les propriétaires qui voient des années de sacrifices s'effondrer. Cris de détresse et pleurs semblent ne pas arrêter la détermination de Kinshasa. L'hôtel de ville rase les constructions anarchiques, avenues, marchés, zones à risque. L'opération vise à désengorger la capitale et sécuriser les emprises publiques. Ricardo Bambeka et Jer Kabamba sont descendus sur certains sites. La campagne de démolition des constructions jugées anarchiques se poursuit à travers certains coins de la capitale congolaise, suscitant colère, incompréhension et inquiétude parmi les personnes affectées. Après les alentours du grand marché Zondo, dans les communes de Kinshasa, Barumbu et Gombe, en passant par Ouenze et Abayaka dans la commune d'Ngerengiri, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa sont signalés au marché Ipen, dans la commune d'Ngaliema. En l'espace d'une semaine, plusieurs bâtiments ont été réduits en gravats, laissant la place aux emprises publiques désormais libres. Des commerçants affirment cependant n'avoir eu ni le temps de récupérer leurs marchandises, encore moins les informations nécessaires pour se préparer à cette opération. Au marché Ipen, les traces des démolitions sont visibles partout. Des ventures déformées, étals détruits et certaines marchandises pas retrouvées par leurs propriétaires, témoignant l'ampleur des dégâts. Je suis parmi les victimes ici. L'un d'entre nous a même fait une crise alors qu'il a découvert que son établissement avait été démoli. Ces opérations se déroulent à quelques semaines de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Pour de nombreuses familles, cette situation est un coup dur. Beaucoup comptaient sur le revenu de leurs activités commerciales pour faire face aux dépenses de ménage et aux frais de scolarité de leurs enfants. Notre plus grand regret, c'est que la rentrée scolaire approche. On ne nous a même pas laissé le temps
de faire sortir nos marchandises. À Yolocide sur Capella, ici, les tenaciers des bars et bistrots avaient aussi occupé illégalement les emprises publiques. Et cela a occasionné les embouteillages monstres, voire l'insécurité, d'où les passages de bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa pour fluidifier la circulation dans cette partie de la commune de Kalamou et surtout limiter des tapages nocturnes qui perturbaient les riverains. Nous allons rester dans les secteurs de l'urbanisme, mais cette fois à Kananga, c'est avec Iverson Kababa. Tout à fait, Edith Chala. Le projet d'Exanga prend de l'ampleur. Le week-end dernier, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro, a lancé les travaux sur 14 nouveaux sites. Objectif, améliorer le cadre de vie des Congolais, nous dit Eurydice Kitutu dans ses reportages. Le lancement des travaux anti-érosifs à Kananga constitue une étape importante dans la lutte contre la dégradation de l'environnement urbain et les conséquences des érosions qui menacent plusieurs quartiers de la ville de Kananga. La cérémonie marquée par la présence du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro Mouvouni, traduit la volonté de pouvoir public de s'attaquer concrètement à un problème qui affecte la population de cette ville. Et avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage, un hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, qui a fait de la modernisation des infrastructures de notre pays, que ce soit des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et aujourd'hui la résilience de la ville de Kananga, son cheval de bataille. Un véritable combat contre toute forme de dégradation des conditions de vie de nos populations. Ce sont vos larmes, c'est le plaidoyer de vos autorités à partir du gouverneur, de l'exécutif provincial, de la mairie, qui ont été entendus par le chef de l'État et qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République puisse mettre en œuvre ce programme, ce projet de résilience urbaine de la ville de Kananga. Kananga attend dans les 12 mois à venir les résultats visibles sur le terrain. L'espoir rené à Boulé-Centre et ses environs, en Ituri, le gouverneur militaire s'est rendu dans ces sites devant les déplacés de la plaine Savo. Il leur a demandé de regagner leur maison. Junior Selemani pour le reportage. L'ancien centre commercial de Boulé, situé en territoire de Djougou, offre aujourd'hui un visage de désespoir. Un constat amer dressé par le chef de la chefferie de Bahema Badjiri, qui a profité de l'occasion pour faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire de son entité. Sur place, après une visite d'inspection approfondie de l'agglomération, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Batoka Gabi, a solennellement invité les familles déplacées à regagner leur logis. À vous maintenant, peuple de Boulé, veuillez collaborer avec les services de sécurité. Signalez les menaces et les comportements suspects. Refusez la justice populaire et les représailles. L'État, à travers la justice, est celui qui doit régler vos différends. Lorsque je vais quitter ces lieux pour rentrer à Fataki, que chacun retourne à sa maison. Le chef de l'exécutif provincial a également profité de cette tribune pour lancer un avertissement sévère aux politiciens et aux commerçants verrés de la région, leur interdisant formellement d'utiliser dorénavant le déplacé comme bouclier humain. Chers politiciens, ne gardez pas prisonniers les personnes déplacées internes. Vous les gardez prisonniers dans les sites à cause de vos intérêts. Libérez-les, laissez-les partir. Ils doivent rentrer chez eux. Avant la clôture de ces meetings de redynamisation, le commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a donné des instructions fermes. Cet officier général a ordonné aux forces armées d'assurer une protection rigoureuse et sans complaisance de la population de Boulé et de ses environs, ainsi que de leurs biens. Une situation qui a arraché des scènes de joie au sein de cette population déjà paupérisée. Lutte contre la maladie à virus Ebola dans le Haut-Uélé, le gouverneur Jean Bakomito passe par la voie pédagogique à travers la sensibilisation dans la chefferie Mayo Gomabé à Voubé. Images et commentaires.
Lors de sa récente mission dans les territoires de Rungu, spécialement à Voubé, en chefferie Mayogo Magbayi, le gouverneur du Haut-Touélé, Jean Bakomi Togambu, a rencontré ses administrés de cette partie de son entité. Au cours des échanges, la résurgence de la maladie à virus d'Ebola, le numéro 1 de la province a appelé ses administrés à la vigilance et au respect strict de mesures barrières. Il les a invités à suivre à la lettre les conseils des professionnels de santé pour stopper la propagation de cette maladie mortelle. Lavons-nous les mains, évitons le contact avec le malade et signalons tout cas suspect aux équipes médicales. Pour le gouverneur, seule la discipline et la collaboration de tous permettront de freiner la chaîne de contamination de cette maladie dans les Haut-Touélé. Fièvre makasi kende l'hôpital loki wete soko ke avant chance à bobiki ezali vice-gouverneur auti wamba pour sensibiliser eux qui déjà batumi balé ba yoki bien lutte contre Ebola eza makambo na biso nyonso ba chef makamba bibembe kotambola makamba kosimba simba topekisi yango ba chef de village nous ba poser la première ligne pour de la population tozana. Et cet appel à la solidarité, le petit Naël Kitinga est né avec malformation congénitale. Son seul espoir, une opération à l'étranger. Ses parents lancent un appel aux personnes de bonne volonté pour financer son évacuation sanitaire à l'étranger. Sylvie Makumbani. Les SOS des parents de Naël Kitinga n'est pas resté sans réponse. Transportés en ambulance, les parents et leurs enfants atteints d'une malformation congénitale de type hémimélie ont été reçus au centre hospitalier Likabo pour une première prise en charge. Le petit Naël a été examiné par le docteur Chungu Benjamin, assisté de docteur Kapinga Sephora et Badibake Bernard. Au cours de la consultation, la maman a livré les circonstances de la naissance et l'évolution de l'état de son enfant. Elle, vraiment, vous allez vraiment voir qu'il y a le clito qui est là, pas de vagin, mais vous avez l'orifice du méa qui est là. Mais avec le clitoris qui se prononce vraiment dans sa vie, vous avez la glande qui est là. Hein, je ne peux même pas l'appeler clitoris, c'est la glande vraiment qui est là, qui montre qu'il y a le pénis, mais ce n'est pas développé. Quand vous soulevez, vous avez des grandes lèvres qui viennent s'insérer sur ce pénis-là, ok? Mais à l'intérieur, ici, au milieu, entre l'espace qui sépare le clitoris qui doit être là et la cavité vaginale, l'entrée, il n'y a rien. Et puis, il n'y a même pas de cavité. Vous avez juste le méa qui est là, c'est là où elle urine. Après cet examen, les médecins ont estimé que les cas nécessitaient une prise en charge spécialisée à l'étranger. Une première étape est donc franchie, le cri d'alarme des parents de Naël a été entendu et une voie vers les soins appropriés se dessine désormais. Direction Kasaï orientale, plus de 2 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans vont être vaccinés contre la rougeole et la rubéole. La campagne a été lancée lundi par le gouverneur de la province. Lancement officiel le lundi 10 août 2026 à Kalenda Moudichi dans la commune de la Kanchi de la campagne d'introduction du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo et des différentes autorités provinciales ainsi que des partenaires du système des Nations Unies. Dans son mot de circonstance, Eugénie Misenga a présenté la situation épidémiologique de la province. Selon elle, 4687 cas de rougeole, dont 67 décès, ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie autour du mois de novembre 2025. Elle a donc donné l'objectif de cette campagne, sa cible et la stratégie utilisée pour vacciner plus de 2 millions d'enfants de 6 à 14 ans au Kasaï oriental. Avant de lancer officiellement cette campagne, le gouverneur de province a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration de l'accès de la population aux services de la santé de qualité. Jean-Paul Mboué-Bouakapo a mesuré les dangers que présentent la rougeole et la rubéole aux enfants avant d'engager les responsables à tous les niveaux à la sensibilisation. J'en appelle à l'engagement des autorités locales, des chefs coutumiers, des responsables religieux, des enseignants, des communicateurs
des médias et de tous les leaders communautaires afin qu'ils sensibilisent activement la population. Je formule le vœu que cette campagne atteigne une couverture vaccinale élevée dans les 19 zones de santé de notre province. 24 juin, le ministre de la Pêche et de l'Élevage était à Mbandaka. Jean-Pierre Chimangabwana a remis 35 tonnes de matériel de pêche aux associations de la province de l'Équateur. On fait le point avec Rodé Panda. 35 tonnes de matériel de pêche de 20 différentes catégories mises à la disposition des différentes associations de pêcheurs de la province de l'Équateur. Ces gestes posés en marge de la 59e journée nationale du poisson est constitué de moteurs hors bord, de réfrigérateurs, hameçons, équipements de protection et plusieurs autres accessoires. Des bassins, des couteaux, des machettes, des sacs de sel ont été distribués aussi à toutes les mamans mareyeuses, maillons essentiels dans la commercialisation et la distribution du poisson pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail et à sécuriser leurs activités. C'est une première pour la province de l'Équateur, répétée essentiellement pour la pêche, avec l'ambition de changer l'échelle de production halieutique à l'Équateur. L'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui tient à faire de la pêche et de l'aquaculture des secteurs stratégiques de l'économie nationale sous la supervision du ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Chimangabwana. Et c'est une première en Mbandaka parce que nous avons amené 35 tonnes, je répète 35 tonnes de rotation d'avion, 35 tonnes de matériel intrant de pêche. L'enthousiasme des bénéficiaires était visible. Pour plusieurs pêcheurs, l'importance de cette dotation tient justement à son caractère inédit et le gouvernement veut transformer les potentiels halieutiques de l'Équateur en véritable richesse pour les communautés. Bonne nouvelle pour la communauté de Djolou, le député provincial Dauphin Lokossa, à travers sa fondation, a offert 7 motos neuves. Objectif, faciliter la supervision des projets de réhabilitation des ponts et des forages dans le territoire. Images et commentaires. C'est un don qui va booster le développement du territoire de Djolou. Cette moto flambant neuve de marque Aoudjou et portant les insignes de la fondation ont été remises aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie. Ce dimanche, la cérémonie s'est déroulée en présence des notables et du chef des groupements de Bouangui, M. Lokouli Désiré. Les mandataires de la fondation, Guy Issembili, a remis les clés au coordonnateur des actions du député donateur, Alfred Bonyelou, qui les a ensuite distribuées aux bénéficiaires. Jeunes venus de tous les secteurs du territoire. Je suis du secteur des Louo. Je félicite l'honorable Dauphin Lokossa pour ses gestes. Aujourd'hui, ça me réconforte parce qu'il est père de tous. Je remercie et félicite l'honorable Dauphin Lokossa pour cette initiative qui concerne tous les 4 territoires de Djolou. À travers ces dons, le député provincial Dauphin Lokossa confirme son engagement pour le désenclavement de Djolou. Loin des discours, il pose des actes. Ces motos serviront à la supervision de la réparation des ponts, un problème qui paralyse la circulation dans plusieurs coins du territoire. Le chef de groupement a prononcé des paroles de bénédiction à son endroit. Des tronçonneuses et des matériels de forage accompagnent cette dotation, des gestes qui soulagent toutes les communautés du territoire de Djolou. Enseignement supérieur, l'Institut supérieur des techniques appliquées a clôturé son année académique 2025-2026. De nombreux lauréats ont obtenu leur titre de fin d'études. C'était la première année de l'ISTA sur son propre site. Images et commentaires. C'était une double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique organisée à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette cérémonie a constitué un moment particulier dans l'histoire de l'établissement, avec notamment l'installation de l'ISTA Lubumbashi sur son propre site, une réalisation que la direction présente comme l'aboutissement d'une vision longtemps portée par l'ensemble de la communauté universitaire. Dans son discours académique, le directeur général de l'ISTA Lubumbashi, le professeur ordinaire Ngoyi Biyukaleza Bilez, a placé son intervention sur le thème « Enfin sur nos terres », soulignant la portée symbolique de cette nouvelle implantation. Pour lui, ce nouveau campus doit désormais devenir un creuset d'excellence, d'innovation, de recherche et de rayonnement scientifique au service du développement de la République démocratique du Congo.
Présentant le rapport académique de l'année 2025-2026, le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Shengo Lutandoula Michel, a indiqué que les différentes activités académiques se sont déroulées conformément au calendrier établi par le ministère des tutelles. Pour cette année académique 2025-2026, l'ISTA Lubumbashi a enregistré 1225 étudiants, dont 1145 à la vacation de jour et 80 à la vacation vespérale. Selon le rapport académique, 98% des étudiants évalués au premier cycle et 2% au deuxième cycle. L'admission de nouveaux étudiants dans ces filières est conditionnée par la réussite aux examens de l'année préparatoire. Cap sur l'histoire, à Bunké-Aolo-Alaba, le ministère de la Culture est en prospection dans l'ancienne capitale du royaume Syrie. C'est pour valoriser le patrimoine baéké et réhabiliter les maisons de la culture. Commentaire au dépendant. À Bunké, l'histoire du royaume Yéké se raconte à travers les objets conservés dans ce musée royal. Ces missionnaires qui sont arrivés anglais, dont en l'occurrence on avait Arnaud, qui essayait de prêcher le Mohammed Cyril l'évangile. Même Cyril lui disait qu'il connaissait déjà Dieu. Masques, objets du pouvoir traditionnel, perles, maracas ou encore peau de félin, autant de témoignages des pratiques et des traditions transmises à travers les générations. Je suis émerveillé par l'histoire de ce royaume. C'est une histoire qui doit être apprise par nos enfants. Dans notre système éducatif, ce genre d'histoire soit connu. Et c'est une fierté pour ce musée qui doit être vraiment beaucoup parlé. Et pourquoi ne pas encore chercher d'autres musées dans d'autres royaumes, ou soit le royaume Kuba qui est oublié. Ancienne capitale du royaume de Moussiri au XXIe siècle, Bunkéya, sous le roi Munungo Godefroy Junior, est un mélange des traditions et des modernités. Yéké a une histoire à raconter. Le musée est intéressant à visiter. Nous encourageons ces initiatives et à travers la restitution de ce que nous avons pu observer, la question de la maison de la culture donc, pour la région du Haut-Katanga. Au-delà de la conservation, l'ambition est de faire de ces patrimoines un outil vivant de transmission. La prospection du ministère doit désormais permettre de transformer ces lieux de mémoire en véritable pôle culturel au service de nouvelles générations. Sport dans ce journal, l'actualité reste dominée par l'organisation à Kinshasa du 24e championnat d'Afrique centrale, la zone 4 des tennis de table du 14 au 16 août 2026 au gymnase spécifique de la discipline dans l'enceinte du stade Tata à Raphaël. D'autres détails avec José Lelo. Kinshasa, la dernière phase de préparation du comité d'organisation de la zone 4 de tennis de table et celle de sélection nationale de l'RDC a été amorcée. Un gymnase requinqué aux normes et standards internationaux s'apprête à accueillir cet événement qui célèbre le concert des nations de l'Afrique centrale dans cette discipline. RDC pays hôte ouvre ce porte au Cameroun, République du Congo, République centrafricaine et Gabon, sans fin prévue pour une lutte sans merci dans les épreuves par équipe, en double et en individuel, afin de désigner les deux représentants de la zone dans les deux versions pour le prochain championnat d'Afrique de la spécialité dans la catégorie senior prévu au Maroc en octobre prochain. Dans l'entretemps, cette volonté de l'RDC à accueillir ce joute se concrétise avec les arrivées des délégations qui affluent. En tête d'affiche, le Tunisien Mohamed Ghazi, chargé de l'organisation technique de la compétition, mais surtout, point focal au sein de la Confédération africaine et de la Fédération internationale de la discipline. Par ailleurs, les nations participantes sont attendues au cours de la journée de ce mercredi et ensemble avec le pongiste congolais vont ériger leur quartier général à Pullman Hotel. Rappelons que la RDC et le Cameroun sont tenants du titre. Les dames de la RDC ont remporté 2 médailles d'or dans les épreuves par équipe et en simple, portées par Amandine Litobaka. Chez les messieurs, le Cameroun s'en est sorti d'or vêtu par équipe et en individuel grâce à la dextérité du numéro 6 africain, Ilan Batix. Nous allons donc terminer ce journal par la page internationale. La Zambie retient son souffle à la veille d'une élection présidentielle qui pourrait décider de l'avenir politique de Hakainde Hichilema, président en cours de mandat. L'élection en Zambie prévue jeudi 13 août 2026 doit permettre
à près de 8,8 millions d'électeurs de se choisir leur président et leur député. C'est un commentaire d'Oscar Mbalkaï. Dernière ligne droite pour l'élection présidentielle en Zambie. Les Zambiens vont donc voter ce jeudi 13 août 2026 pour élire leur président 5 ans après les sortants Hakainde Hichilema, surnommé HH, mise sur ses récents succès économiques pour l'emporter, même si leurs effets se font attendre sous les coûts de la vie et les chômages. Face à lui, Brian Mundubile, ancien allié de l'ex-président Edgar Lungu, paraît son principal rival après avoir uni une coalition des partis rivaux derrière sa candidature à la présidence de ces géants du cuivre historiquement proches de Pékin. Pays d'Afrique australe, la Zambie est le deuxième producteur du continent d'or rouge et le 8e au monde, un métal indispensable au réseau électrique, centre de données et véhicules électriques. Malgré également un certain potentiel de ressources en cobalt, nickel et manganèse, les pays demeurent en proie à une pauvreté persistante, au chômage et à la hausse des prix des denrées alimentaires. Plus de 70% de la population sur les 22 millions d'habitants vit avec moins de 3 dollars américains par jour selon la Banque mondiale. Lors d'une campagne marquée par des heurts, l'opposition a tenté de capitaliser sur les mécontentements d'une partie de la population pour tenter de séduire une majorité de 8,7 millions d'électeurs et revenir sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Avez-vous déjà signé la pétition qui circule sur les jeunes au cost? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Les liens est sur notre bande défilante. La République attend votre signature. Merci de l'attention que vous nous avez accordée, moi et Iverson Kaboba. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.